bienvenue dans votre édition des régions. Servir, ils veulent bien. Contrôler, non. En Bretagne, des patrons de bars, bistrots et brasseries refusent de vérifier le pass sanitaire de leurs clients si la mesure est adoptée le 9 août. Ils se sont regroupés en collectif pour clamer leur opposition et leur incompréhension. En même temps, d'un côté, j'ai mon magasin qui n'est pas sujet au pass sanitaire et de l'autre côté, j'ai mon bar qui est sujet au pass sanitaire. Du coup, ma pièce, elle est divisée en deux. Apparemment, le variant ne passe pas à ce niveau-là, quoi. Comme Doris de la brasserie Trimartolote, ils sont nombreux à ne pas comprendre et accepter la prochaine mise en place du pass sanitaire dans les bars, bistrots et autres brasseries. Une cinquantaine de gérants d'établissements bretons ont formé un collectif pour refuser de contrôler leurs clients. C'est contraire complètement à l'idée même de la convivialité et l'idée même de nos métiers. Et nous, notre métier, c'est de fabriquer la bière, de rassembler des gens et que ces gens se retrouvent autour d'une bière, autour d'un goût, autour d'une région, autour d'une culture musicale, autour de toutes les choses qui font humanité justement. Et le pass sanitaire, ça ne fait que déshumaniser et ça nous place comme des robots à contrôler des gens sur leur statut vaccinal. Et qui va venir contrôler les policiers qui eux-mêmes sont exemptés de pass sanitaire? Ambiance zen au fin fond des Monts d'Arrée. Pour la gérante de ce café librairie chambre d'hôte, demander un pass sanitaire à ses clients serait contraire à l'esprit de la maison. Pour moi, ça me semble impossible pour moi de leur demander parce que voilà, c'est une décision qui leur appartient. Pour moi, ça n'a rien à voir avec la question du vaccin en tant que tel. C'est simplement une question de liberté de choix et de respect de choix. Et qu'on est là pour vivre ensemble, partager ce qu'on a à vivre. On a joué le jeu, nous aussi, on a fait tout ce qu'il faut, tout ce qu'on nous a demandé. Mais voilà, maintenant là, on atteint une limite. Ceux qui ont été considérés comme non essentiels l'an dernier craignent que le pass sanitaire ne les enferme dans une impasse économique. L'extension du pass sanitaire aux bars, restaurants, trains ou encore à l'hôpital fait partie du projet de loi sanitaire. Il sera adopté si et seulement si le Conseil constitutionnel le valide. Les sages étudient le texte cet après-midi. Ils pourraient tout rejeter, l'accepter en partie ou en totalité. Parmi les mesures les plus délicates, la suspension du contrat de travail des professionnels dont la vaccination est devenue obligatoire. Dans ce contexte de rebond de l'épidémie de Covid-19, comme plusieurs régions, l'hôpital de Bayonne en Nouvelle-Aquitaine a déclenché le plan blanc, permettant de rappeler des soignants en congé, de déprogrammer des opérations et de sanctuariser les urgences et la cancérologie. Dans cet établissement, c'est une première depuis le début de la crise. Positionné sur le ventre, patient typiquement grave d'un service de réanimation atteint du Covid. 21 malades de la Covid ont été admis depuis le 16 juillet ici dans le service de réanimation de l'hôpital de Bayonne. 19 d'entre eux ne sont pas vaccinés, dont Françoise, prise en charge depuis 3 jours. Je vous avouerai que quand on rentre dans un service de réanimation, on se pose beaucoup de questions et on est effectivement très vite rassuré parce qu'on voit bien que les gens maîtrisent l'affaire et puis qu'ils sont rompus à tout un tas de techniques, ils sont toujours très présents. Et puis du coup, ça enlève beaucoup d'appréhension et ça redonne la confiance, quoi. Sur 24 lits en réanimation, la moitié, 12 donc, est dédiée à la Covid. Les responsables du centre hospitalier réunis en cellule de crise tiennent à conserver des places pour les autres malades. Je ne vais pas prendre un ton catastrophique, mais l'heure est quand même sérieuse, notamment dans notre région sur les 4 départements côtiers. Un plan blanc vient d'être déclenché. 3 patients ont été transférés à Pau et un seul ADAX, un signe de saturation. Même au niveau de la première, deuxième ou troisième vague, on n'avait pas connu autant de patients hospitalisés en réanimation. Ce qu'il faut souligner, c'est que 90% des personnes hospitalisées en réanimation sont non vaccinées et que ces personnes résident ici sur le territoire Navarre-Côte Basque. Cette 4e vague Covid survient en plein été quand la population augmente. La moyenne d'âge des malades est de 54 ans, un rajeunissement de 10 points par rapport à l'an dernier. Quant au virus, le variant Delta, il semble plus agressif. Ce qu'on constate, c'est qu'il est surtout plus contagieux, il se propage plus facilement, qui touche des sujets plus jeunes et qui n'ont pas forcément les comorbidités auxquelles on était habitué. Le taux d'incidence du virus est de 418 pour 100 000 habitants, un taux qui ne cesse de grimper.
Autre conséquence de la progression de la pandémie, l'augmentation des tests PCR. Les pharmacies sont débordées, exemple dans l'Aveyron, en Occitanie. Lundi, on a eu tous ces gens-là, plus des gens qui sont présentés au comptoir dans la mesure de la possibilité. Nous les avons reçus. Depuis quelques jours, dans cette pharmacie de Villefranche-de-Rouergue, les prises de rendez-vous s'accélèrent, comme dans la cinquantaine d'officines aveyronnaises qui pratiquent les tests antigéniques. Actuellement, nous réalisons à peu près 50 ou 60 tests par jour, alors que précédemment, nous réalisions bien moins, vu que nous étions dans un contexte de traçage ou de dépistage. Et j'ai même été amené à embaucher une personne pour quelques jours pour pouvoir faire cette augmentation de la demande. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon. Je viens faire un test antigénique en fait parce qu'on est en vacances. À la base, on est de Montpellier. On est venu en vacances et pour mes filles parce qu'on les amène au parc animalier de Gramat. Donc il faut le pass sanitaire. Nous sommes ici dans la cellule Covid du laboratoire LX Bio. Il gère 11 centres d'analyse dans le département, pratique 1200 tests PCR par jour et le constat est le même. C'est surtout à partir du 9 en fait que là on est un petit peu dans l'inconnu, puisqu'il va y avoir généralisation du pass en particulier pour aller boire un verre ou aller au restaurant. Donc là, effectivement, on est un peu dans l'inconnu. On s'attend quand même à un mois d'août et un mois de septembre chargé. Tu bouges surtout pas. Détends-toi. En Aveyron, il y a 3 semaines, 5 personnes étaient testées positives chaque jour. Aujourd'hui, ce chiffre est multiplié par 20, soit 100 nouveaux cas jour, y compris parmi les personnes ayant reçu double dose de vaccin. 120 familles refusent d'être détrônées de la Saline Royale. Dans le Doubs, en Bourgogne-Franche-Comté, des centaines de caravanes occupent pourtant le terrain de façon illégale. C'est le cas chaque année et cela pose la problématique de la limite des différents pouvoirs des élus, comme celui du maire d'Arquesnan. On voit ici que les caravanes et ces gens du voyage utilisent à peu près 4 hectares de terrain. Elles sont arrivées le mercredi 21 juillet, 120 familles de gens du voyage qui ont investi illégalement ce terrain contigu à la Saline Royale. Le département, propriétaire du site, a aussitôt demandé leur expulsion, mais c'est le maire d'Arquesnan qui doit gérer ce dossier. Donc voilà l'arrêté préfectoral. Là ici vous avez donc l'article 1, l'article 2 qui précise que les occupants ont 24 heures pour quitter les lieux. L'expulsion a été prononcée le 28 juillet, mais une semaine plus tard, la communauté est encore là. C'est impossible d'empêcher 250 ou 300 voitures qui arrivent à la queue leu-leu, je dirais, de pénétrer sur un terrain. Ou alors, s'il faut mobiliser une compagnie de gendarmerie, et puis encore, quoi, ça veut dire que ça va finir par un clash général. Donc voilà, donc c'est pourquoi je dirais que les pouvoirs publics hésitent à rentrer dans cette situation. Hors caméra, le pasteur de ce groupe évangélique nous a expliqué que l'aire d'accueil de Tise était inondée et impraticable à son arrivée dans la région. Mais ici, la présence du groupe pose un problème d'ordre sanitaire. Cet exploitant agricole a ainsi vu son champ de maïs se transformer en toilette à ciel ouvert. Hier, je me suis rendu dans la communauté. J'ai d'ailleurs été fort surpris. J'ai été très bien accueilli parce qu'il y avait de la destruction de récoltes. Je leur ai signalé. Apparemment, le pasteur m'a dit qu'il ferait le nécessaire, qu'il ferait un appel sur leur radio, je pense, personnelle, et que ça cesserait rapidement. Des habitants lassés qui voient la même situation se reproduire chaque année depuis plus de 10 ans. La communauté devrait reprendre la route lundi, après 2 semaines et demie d'occupation du terrain. Évadons-nous sur la Côte d'Azur à présent, dans un cabanon de 16 mètres carrés. Petit, seulement en apparence, c'était le château du très célèbre architecte Le Corbusier, créateur considéré comme le plus important de l'époque moderne. Entre Menton et Monaco, parmi les somptueuses villas de la Riviera, se cache la plus chic d'entre toutes. En apparence, un modeste cabanon. Seulement 3,66 m sur 3,66 m. Un intérieur rudimentaire, presque monacal, pensé par l'un des architectes les plus célèbres du XXe siècle. Charles-Édouard Jeanneret, dit Le Corbusier,
aimait dire que ce cabanon était son château sur la Côte d'Azur. C'est absolument extraordinaire, c'est brillant. C'est un rêve d'être ici. Ce cabanon, je l'ai étudié quand j'étais étudiant, mais c'est la première fois que je le vois en vrai. Comme un lieu de pèlerinage enfin pour nous designers. Voici le plan original, dessiné par le maître lui-même, en 3 quarts d'heure sur un coin de table. Pour rentrer, petit couloir, au mur des fresques peintes par Le Corbusier, nous voici dans l'unique pièce. Alors ici, il y a le lit avec des rangements. Il en a dessiné chaque élément pour y dormir. Ensuite, une petite table qu'on pouvait déplacer également au milieu de la pièce. Mais aussi pour y travailler. Corbu redouble d'astuces pour que la vie tienne dans 16 mètres carrés. On a des modèles qui sont ressemblables à la Cité radieuse à Marseille. L'inventeur de l'habitat minimal pousse le concept à l'extrême. Tout est réfléchi, des rangements pour mettre le linge qui est plié. Dans ce cabanon, on retrouve vraiment l'homme au centre de l'architecture avec ses proportions et c'est pour ça quand on rentre dedans, on s'y sent bien. C'est l'essence même de tout l'esprit de Le Corbusier. Une vraie leçon d'architecture, ce cabanon. S'il se plaît tant, c'est aussi parce qu'une petite porte lui permet d'accéder directement à cette terrasse. À l'époque, c'est un restaurant où il vient déjeuner avec sa femme. Le voici filmé sur la terrasse. On y découvre l'architecte mondialement connu, attablé, savourant la Dolce Vita, bien loin de la célébrité. Rien n'a changé, mais les couleurs n'ont pas changé, les dessins du Corbu n'ont pas changé. Au restaurant L'Étoile de Mer, c'est Robert Robutato le patron. Il devient un ami proche de Le Corbusier et pendant 18 ans, l'architecte revient chaque année en vacances dans sa deuxième famille. Il était plus méditerranéen qu'un méditerranéen, quoi. Sur sa table de travail, il y a des photos, j'ai vu des photos où il est complètement nu face à la mer avec sa table de travail d'architecte devant. Il respirait la Méditerranée et vivait avec elle. Le 27 août 1965, Le Corbusier succombe à une crise cardiaque alors qu'il se baigne au pied de son cabanon. Le refuge qu'il s'était choisi, là où il fut le plus heureux.